Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Avons-nous perdu la bataille face à la délinquance des mineurs? C'est la question que l'on posera à Arnaud de Saint-Rémy et au pédopsychiatre Maurice Berger. Ce sera en première partie de notre émission. Connaissez-vous les colonies pénitentiaires? Des lieux qui s'apparentaient à de véritables bagnes pour enfants. C'était au début du XXe siècle. L'évadé de Belle-Île met en lumière ce chapitre méconnu de l'histoire française. On reçoit l'auteur en seconde partie de notre émission. Dans son panorama cette semaine, Adrien Fontenot nous parlera du film Partir un jour, une comédie musicale qui retrace les souvenirs d'enfance avec dans le rôle principal Juliette Armanet. Mais avant cela, il y a 2 semaines, un lycéen poignarde 4 de ses camarades à Nantes, provoquant la mort de l'une d'entre elles. Malheureusement, ces faits ne sont pas isolés. Chaque semaine, son lot de violences et d'incidents face à la délinquance des mineurs. On a souhaité ce soir vous proposer dans le Grand JT de revoir le débat entre l'avocat Arnaud de Saint-Rémy et le pédopsychiatre Maurice Berger à ce sujet. C'était il y a quelques semaines, juste après le décès d'Elias. Depuis, la sonnette d'alarme est tirée, mais rien n'a changé. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Arnaud de Saint-Rémy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous. Vous êtes avocat spécialisé en droit des mineurs, également responsable du groupe de travail en droit des enfants au Conseil national des barreaux. Merci d'être là. Également, docteur Maurice Berger. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par Skype, docteur. Vous êtes pédopsychiatre, auteur de ce livre « Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale », édition de l'Artilleur. Également, vous êtes professeur associé de psychologie de l'enfant à l'Université de Lyon 2, chef de service en pédopsychiatrie au CHU de Saint-Étienne. On va parler des mineurs violents, on va parler des conséquences de tout ce qui se passe à la fois dans la société, au niveau de l'État, au niveau politique, bien entendu, en justice, au niveau des victimes, des agresseurs, tout ce qui se passe, parce que c'est extrêmement vaste ce sujet et tout le monde est un peu, cette expression est terrible, mais un peu quoi par rapport à la situation. On est là justement pour en débriefer. Bruno Retailleau a relancé le débat sur la justice des mineurs, notamment sur la question de la récidive, de la comparution immédiate face à la montée de la violence chez les jeunes. Est-ce qu'on est vraiment passé, docteur Maurice Berger, on est vraiment dépassé, je dirais même, par la violence de ces jeunes aujourd'hui. Dans un entretien au Figaro, vous avez même dit, face à celle-ci, la partie est presque perdue. Effectivement, on est devant un processus qui est vraiment ancien. J'ai lu des articles qui datent de longtemps. Par exemple, dans la Marne, entre 1996 et 2003, on a eu une augmentation de 67% des viols de mineurs sur des mineurs. Donc on constate qu'on n'a pas pris ce problème en face. Et on a des chiffres de tentatives d'homicide, ce sont les chiffres les plus probants, qui continuent d'augmenter. Face à cela, on n'a pas mis en place ni un dispositif de protection de l'enfance qui pouvait prévenir une partie de ces troubles, ni mener une réflexion judiciaire suffisante. Donc je crois que là, on est en zone très limite. Voilà. Une réponse à cela, évidemment, Maître Saint-Rémy, la question de la justice qui a été mise en place, qui n'est pas suffisante selon docteur Maurice Berger. C'est un phénomène d'abord qui n'est pas nouveau, puisque je rappelle que nous fêtons le 80e anniversaire de l'ordonnance du 2 février 1945. Ça veut dire aussi que la délinquance, la criminalité juvénile, c'est un phénomène qui a existé au début du 19e siècle. On appelait les jeunes délinquants et criminels des Apaches, qui étaient extrêmement nombreux et qui étaient extrêmement violents. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ont été mis en place un certain nombre de solutions qui étaient absolument inadaptées, comme les bagnes d'enfants qui ont été finalement supprimés entre les deux guerres. Et en 1945, on était face aussi à une criminalité importante. La difficulté, et le docteur Maurice Berger a raison de dire qu'on est bien en termes de protection de l'enfance, c'est qu'on ne juge pas des enfants comme on juge des adultes. On ne jugera jamais un enfant comme on juge un adulte parce que c'est un être en construction, c'est un être en devenir et c'est un être qui a surtout besoin de comprendre le monde dans lequel il vit et d'être éduqué. Et si on se dit que la meilleure réponse
un phénomène de délinquance qui est en augmentation, mais quand on y regarde un peu de plus près, on s'aperçoit que ça ne représente que 2,8% de la jeunesse en France. C'est 2,8%. Donc c'est déjà trop au regard de ce que l'on voit effectivement tous les jours. Actuellement, la question c'est est-ce que le dispositif législatif est suffisant? Oui, parce qu'on a eu un code de justice pénale des mineurs qui n'a que 3 années d'existence et qui permet de répondre à toutes les situations, notamment de juger dans des délais records. Alors, toutes les situations, attention quand même, parce que ce code pénal-là, il interdit quand même les peines de prison de moins d'un mois, et ça, c'est aussi une question aujourd'hui, une des raisons qui expliquerait, selon certains, le sentiment d'impunité. J'aimerais une réaction à ça, docteur Maurice Berger. Je pense différemment de ce qui vient d'être dit. Autant l'ordonnance de 1945 a été un très grand progrès par rapport au centre de redressement, puisque c'était le terme qu'on utilisait, autant cette ordonnance est inadaptée par rapport aux formes de violence actuelles. Et actuellement, en 1945, on avait une adolescence compliquée. Et pour ma part, puisque cela fait plus de 40 ans que je me suis spécialisé dans la prise en charge des mineurs violents, je peux dire qu'elle a changé de nature, qu'elle va beaucoup plus vite vers des violences extrêmes, c'est-à-dire la volonté d'éliminer l'autre quand c'est un gêneur. Par ailleurs, actuellement, on a des violences qui débutent très très précocement, c'est-à-dire on le voit dès la crèche, dès la maternelle, et c'est véritablement un processus sur toute sur tout le développement. Moi, je pense aussi que c'est une erreur de parler d'enfants. Les enfants, c'est jusqu'à 9 ans, après des préadolescents. Et là, je trouve que quand on parle d'enfants, on ne se rend pas compte de l'extrême violence qui a lieu. Alors, quant au code pénal des mineurs, je trouve clairement que c'est une authentique catastrophe idéologique. Il est impossible de mettre une butée aux mineurs qui en auraient besoin, et le nombre de mineurs adolescents que j'ai reçus en centre éducatif renforcé, qui jouaient au jeu de loi, c'est-à-dire qui me disaient « Eh bien, maintenant, je peux encore aller en centre éducatif fermé, sursis avec mis à l'épreuve, etc. » Et il fallait qu'ils aient une butée, c'est-à-dire une courte peine. On a de multiples études qui montrent l'efficacité des courtes peines mises en place rapidement. Il fallait qu'ils aient une courte peine comme butée à leurs actes pour commencer à réfléchir. C'est vrai que souvent, c'est l'absence de place en prison qui a été l'argument donné. Est-ce que déjà, c'est encore un argument qui est entendable ? Et est-ce que vous pouvez répondre à Dr Berger sur cette notion, effectivement, de la courte peine ? La courte peine, elle va être exécutée quand, comment et dans quel endroit. On le voit, et ça a été dit juste à l'instant, que dans les centres éducatifs fermés, il y a ni assez de personnel, ni un programme éducatif de redressement d'une rééducation morale et éducative. Il n'y a pas assez. C'était l'idée aussi, une fois encore, de l'ordonnance de 1945, qui est une idée humaniste. Et je pense qu'on ne peut pas se détourner de cette idée humaniste-là en disant il faut passer maintenant au tout répressif. De la même manière qu'on viendrait dire on doit supprimer le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de 16 à 18 ans. Le paradigme serait changé, puisque aujourd'hui on peut parfaitement, lorsque nous sommes face à une situation qui est d'une extrême gravité, d'une exceptionnelle gravité, prononcer des peines pour des mineurs de 16 à 18 ans qui peuvent être des peines pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Ça, personne ne l'a en tête. Et lorsque vous avez des situations d'une extrême gravité, et ça a été le cas récemment sur ceux qui ont commis des assassinats ou des meurtres, ils sont placés en détention immédiatement parce qu'il y a un juge des libertés de la détention qui prend cette décision en conscience. Après, il y a la moyenne délinquance qui est importante, qui est récurrente, qui est peut-être amène un mineur dans un état de récidive, mais je me rappelle de ce que disaient 2 sénateurs en 2002, qui disaient la justice des mineurs n'est pas laxiste, elle est erratique. Ça veut dire qu'elle a une difficulté liée à une tendance naturelle peut-être chez le mineur de replonger dans la délinquance face à un problème qui est, malgré les tentatives de la justice de pouvoir répondre à des solutions, des réponses qui ne sont pas adaptées,
pas immédiate, pas progressive et pas mise en œuvre. La difficulté, c'est que quand on prononce une mesure éducative judiciaire, il se passe un temps assez important pour que la PJJ puisse mettre en œuvre les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, parce qu'il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés. Vous-même, excusez-moi de vous couper, mais j'ai fait réagir d'ailleurs Dr Berger à ce sujet, mais vous le dites vous-même, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, pas assez de centres, etc. Donc, en fait, c'est un choix de société que l'on fait. C'est un choix de société. Un choix de société que l'on fait, ça veut dire au profit, finalement, quelque part, entre guillemets, des criminels, ou en tout cas des mineurs violents, on va délaisser les victimes potentielles. Et j'aimerais une réaction par rapport à ça, Dr Berger, pardon. Je pense qu'il faut distinguer deux sortes de délinquance et qu'on risque de mettre dans le même panier des mineurs qui commettent des incivilités. Les incivilités, c'est les vols, les destructions de biens, l'absentéisme scolaire. Et là, je pense qu'une réponse éducative a un pouvoir d'améliorer la situation. Le deuxième point, c'est qu'on a d'autres formes de violence qui sont des atteintes à l'intégrité physique. Et là, on bascule dans un autre monde. Ce sont des mineurs qui me disent ce qui est arrivé à la victime, j'en ai rien à foutre. De toute manière, je fais ce que je veux. C'est-à-dire des mineurs qui n'ont souvent aucune loi dans la tête. Alors que les délinquants d'incivilité savent qu'ils transgressent la loi et on peut travailler avec eux dans ce registre. J'ajouterais que la sanction fait partie de l'éducation. Donc la sanction, ça n'est pas opposer l'éducatif et le répressif. On a tous pu sanctionner nos enfants sans être dans la répression. Et je reviens sur un ensemble d'études que nous avons qui montrent que dans le cas d'atteinte à l'intégrité physique, ce qui est mon domaine, ma spécialité, des mineurs extrêmement violents ont besoin d'un coup d'arrêt très rapide sous la forme, alors après, sous quelle forme d'incarcération? En tout cas, ce sont les institutions, les prisons, les maisons d'arrêt pour majeurs qui sont saturées, mais pas les lieux de détention de mineurs. Alors après, travailler, améliorer ce qui s'y passe, oui, mais on a toutes les études scientifiques qui valident l'intérêt des courtes peines pour les atteintes à l'intégrité physique. Une réaction, Arnaud de Saint-Rémy. Oui, alors c'est la théorie du choc carcéral, c'est-à-dire passer par la prison, vous allez voir ce que vous avez enduré. D'abord, c'est pas le pire. Non, mais c'est horrible comme réponse, je pense, parce que ça veut aussi un peu plus exercer la coercition sur ces jeunes. Qu'il y ait une réponse rapide, ça je l'entends très volontiers. Est-ce qu'il est déjà le cas ou pas le cas? Ce qui peut être le cas, mais une fois c'est une question de moyens. Les juges des enfants sont engorgés, les parquets des mineurs sont engorgés, il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez d'éducateurs. Et si vous avez des situations qui s'enlisent, effectivement, vous avez ce sentiment d'impunité. Et je ne suis pas certain, franchement pas certain, que de faire vivre ce choc carcéral pendant, ce que disait le ministre à un moment donné, 15 jours, 3 semaines, ce sera un bon exemple. Ce sera véritablement... Moi, je le compare quelque part à ce que l'on a, à un moment donné, imaginé comme une violence éducative ordinaire. C'est une violence institutionnelle ordinaire. Ça sera de dire, voilà, tu vas aller en prison sans passer par la case départ et sans penser à un projet éducatif. Aujourd'hui, les projets éducatifs, ils ont du mal à se mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre pour cela. Et qu'est-ce que l'on cherche? La réinsertion ou la répression. C'est tout l'enjeu. Et est-ce qu'on a véritablement... Qu'est-ce qu'on veut pour notre société, pour nos enfants, en fait. Est-ce qu'on a peur de ces jeunes? Aujourd'hui, j'ai l'impression que notre société a peur de ces jeunes. Et une fois encore, ce que le docteur Berger disait à l'instant, on parle d'une très grande minorité de situations. Oui, certes, mais enfin, on l'a encore vu, et malheureusement, il n'y a pas si longtemps, avec ce jeune qui s'est fait tuer pour un téléphone portable. Je veux dire, là, est-ce que vraiment on peut reparler de l'importance de la sanction? Est-ce que c'est grave de sanctionner? Est-ce qu'on peut sanctionner? Est-ce qu'il faut automatiquement sanctionner? Est-ce qu'on ne croit plus du tout à cette logique de la sanction? Les sanctions, elles sont soit éducatives, soit pénales. C'est-à-dire, soit... Non, s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de moyens. Non, mais quel est le sens de la peine? Est-ce que c'est l'incarcération? Je te mets hors du jeu de la société. Voilà. Je t'enferme, je te mets au coin, je te mets dans la cave, je te mets d'une certaine manière
hors-jeu, ou est-ce que je vais donner la perspective une fois encore, d'un reclassement, d'un redressement? Moi, j'ai plutôt une tendance à me dire que vous pourrez réinsérer un jeune dans la société si vous lui donnez une perspective. Aujourd'hui, les jeunes sont en perte ou en quête de repères. Si vous ne lui donnez pas cette quête ou cette perte de repères, vous aurez beau être le plus répressif qui soit, ça ne marchera pas. On sait qu'il y aura un risque de récidive, et de récidive qui sera de plus en plus important, car c'est aussi dans le milieu carcéral que l'on a ce phénomène de bande, ce phénomène de seniors, ce phénomène de caïda. Et quand on est un peu le caïd, eh ben on en sort avec des galons. Moi, j'ai fait la prison. Je ne suis pas certain que ce soit le bon processus. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'économie de l'éducatif. Et je pense que le législateur devrait, avec beaucoup de discernement, songer à ce que Cocteau disait, jusqu'où aller trop loin. Docteur Berger, dans votre livre, dont je rappelle le titre « Mineurs violents, état inconsistant », vous parlez aussi effectivement de ces profils que vous avez évoqués, de ces jeunes. Vous parlez d'une violence extrême, où effectivement, médias, on a souvent tendance à dire ultra-violence, mais vous parlez, vous, de violence extrême à l'encontre de ces jeunes. Quid donc du coup de l'excuse de minorité? C'est vrai que ça se pose la question de savoir entre un jeune de 11-12 ans et un jeune de 17 ans. Est-ce que pour vous, vous faites une différence, docteur? Attendez, je voudrais d'abord reprendre ce qui a été dit, parce que je pense tout à fait différemment. Le fait d'incarcérer un mineur, ce n'est pas le choc carcéral va exister, puisque jusqu'à présent c'était je fais ce que je veux, et tout d'un coup ce mode de fonctionnement ne marche plus. Mais les mineurs violents ne commencent souvent à penser que quand on les empêche d'agir, c'est-à-dire qu'il faut l'arrestation des actes pour qu'ils commencent à réfléchir sur eux, pour ceux qui en sont capables, à condition qu'on soit là pour les aider. Donc la théorie du tout répressif, voilà, je trouve que c'est faux. Et de plus, on a quand même l'exemple des Pays-Bas, où, avec des peines immédiates et courtes, on a une baisse de la délinquance de manière extrêmement importante, à tel point que les Pays-Bas ont vidé 20 prisons et les louent à la Norvège et à la Belgique, parce qu'ils sanctionnent et ils arrêtent les actes, je préfère ce terme, beaucoup plus rapidement. Je rappelle aussi une phrase de la juge Béatrice Brugère: l'école du crime, c'est avant la prison. L'école du crime, c'est d'abord dans la famille, c'est dans le quartier, mais c'est quand un sujet arrive déjà à un niveau de violence physique, c'est que l'école du crime a eu lieu. D'accord. Alors, bon, on a très peu de temps. Comme il faut parler absolument quand même des propositions de loi et de la comparution immédiate notamment, j'aimerais un petit mot là-dessus, parce que c'est ce laps de temps qui pose aussi problème. Une petite réaction. Le code de justice pénale des mineurs permet de juger à bref délai. C'est combien, bref délai? C'est quoi? C'est en 10 jours, vous avez une audience qui va intervenir. Donc, en 10 jours, le jeune peut récidiver 10 fois. Mais alors à ce moment-là, s'il constitue une menace, il est susceptible de pouvoir être placé en détention provisoire. Bon, donc, à bref délai, et le tribunal peut très bien, le juge des enfants peut très bien décider de le juger en audience unique, dès à présent. Et la proposition de loi, là, qui est quand même assez terrible, c'est qu'elle calque le système de la comparution immédiate sur celle des majeurs, où le majeur, il doit accepter d'être jugé immédiatement. Quel est le degré de capacité de discernement et d'acceptation d'un mineur? C'est pas la même chose. Le mineur est un incapable, par définition. Et deuxième chose, c'est que dans la comparution immédiate pour les majeurs, il a la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense. Dans la proposition de loi, il n'y a pas de délai. Et pourquoi il n'y a pas de délai? Mais parce que la proposition de loi ne l'a pas imaginé. Ce qui veut donc dire que si le parquet décide de saisir le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pour des faits qui seraient d'une particulière gravité en comparution immédiate, c'est où tu acceptes, ou tu refuses, et tu n'as pas de délai pour préparer ta défense. Nous sommes en Donc ça veut dire presque pas de défense, en fait. Donc pas de défense, pas de possibilité, le cas échéant, d'avoir un recueil de renseignements socio-éducatifs ou ce qu'on appelle maintenant une note de situation. Et ça concernerait des mineurs qui sont déjà suivis. Et donc on se satisferait de quelque chose qui va très vite et qui n'est pas dans l'intérêt d'une parfaite adéquation. Et je rappelle que tout de même,
le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 août 2002, a créé comme un principe fondamental des lois de la République le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale et le principe de la spécialisation des juridictions pour mineurs. Et c'est sur cette base-là qu'en 2011, le tribunal correctionnel pour mineurs a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et là, on est en train de calquer un système qui est fait pour les majeurs sur les mineurs, alors qu'une fois encore, nous avons tous les outils législatifs pour pouvoir juger à bref délai et mettre hors d'état de nuire ou de troubler l'ordre public, voire de récidiver avec les outils tels qu'ils résultent du Code de justice pénale des mineurs. Je suis navré de le dire. C'est une proposition de loi qui, à mon sens, est faite dans un but d'affichage et de réponse à une certaine partie de l'hémicycle, peut-être électorale, pour venir dire « Regardez, je suis ferme sur les bancs de l'hémicycle, et comme ça, vous allez pouvoir voter mon budget. » Vous avez un mot de conclusion, docteur Maurice Berger. Une réaction à ce qui vient d'être dit, bien sûr. Je pense que, bon, c'est pas un point de détail, mais c'est dans la loi. Cette loi, c'est un premier pas. Ce sont des petits pas. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et la comparution immédiate, dans le texte de la loi, si un mineur demande 10 jours pour préparer sa défense avec son avocat, il l'a. Et il a nécessité, lorsqu'il y a une comparution immédiate, qu'il y ait une décision rapidement, parce que s'il y a un écart pour les mineurs violents, je répète que c'est eux dont je m'occupe, un écart entre la comparution et la décision qui va être prise par le juge, le mineur ne comprend pas. C'est-à-dire comparution, et il faut qu'il y ait très vite après une décision. Sinon, pour lui, ça perd tout sens s'il y a, comme c'est le cas actuellement, 6 ou 8 mois. Je rappelle que pour les majeurs, ils ont un délai qui peut être de 2 à 6 semaines, voire de 2 à 4 mois. Donc ce qui veut dire que les majeurs peuvent avoir un délai pour préparer leur défense beaucoup plus important que celui qui est prévu par la loi, qui est limité effectivement à 10 jours. Si on se satisfait de prévoir un dispositif législatif moins favorable pour les mineurs que pour les majeurs, moi, c'est pas ma tasse de thé. Le débat continue et surtout, elle sera débattue à l'Assemblée le 12 février. Et donc, on pourra, si vous le voulez bien, tous les deux, se reparler juste après cela pour voir les évolutions et surtout ce qu'on peut faire pour notre société et nos jeunes. Merci mille fois d'avoir participé l'un comme l'autre au Grand JT. Docteur Maurice Berger, merci. Je rappelle donc Mineurs violents, état inconsistant, paru aux éditions L'Artilleur. Et Arnaud de Saint-Rémy, merci beaucoup maître d'avoir été avec nous. Pareil, avocat spécialisé en droit des mineurs. On marque une courte pause dans le Grand JT, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier
et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Philippe Nesman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de L'évadé de Belle-Île, l'histoire d'un bagne pour enfants. C'est vrai qu'on connaît cette île pour d'autres choses, peut-être plus pour le tourisme, pour sa beauté aussi, parce que c'est une très belle île. Mais il y a aussi ce fameux bagne, on va y venir, puisque c'est toute l'histoire de L'évadé de Belle-Île. C'est paru aux éditions des Éléphants, éditeur qui vous a déjà permis de faire paraître, te souviens-tu, Marianne, l'histoire de la résistante Marianne Cohn, qui est une histoire passionnante aussi. Vous en direz peut-être un petit mot à la fin de notre échange. Revenons à L'évadé de Belle-Île. L'évadé de Belle-Île, c'est une histoire aussi déchirante que touchante, tout d'ailleurs comme te souviens-tu, Marianne, qui met en lumière un chapitre peut-être méconnu de l'histoire française, ces fameux centres, enfin ça ne s'appelle pas des centres pénitentiaires, ça s'appelle des colonies pénitentiaires à l'époque. Oui, ça a changé plusieurs fois de nom, ça a été colonie pénitentiaire, puis après c'est devenu maison d'éducation surveillée, et après institut, je ne sais plus, il y a un autre nom. Il n'y a pas de redressement, des choses comme ça, oui. Et puis on appelait ça aussi des maisons de redressement, effectivement. Voilà. C'est dans un de ces centres que Jean Genet a été lorsqu'il était jeune. Alors il n'était pas à Belle-Île, mais il était dans un autre centre pénitentiaire pour enfants. Les centres pénitentiaires pour enfants, c'est vrai que c'est un tabou total en France, on n'en a jamais parlé. Là, l'histoire remonte à 1934, c'est la première illustration d'ailleurs de Piero Macola, qui a été, c'est tombé, c'est pas grave, l'illustrateur avec vous sur ce projet. C'est en 1934, ça commence par « Bonjour monsieur le journaliste ». Oui. Ça m'a fasciné, c'était l'idée de pouvoir raconter, restituer les faits. Le centre a ouvert en 1880 et à l'origine, l'idée était bonne. L'idée était d'éloigner les enfants délinquants des villes et puis de leur enseigner l'agriculture ou la marine à l'écart. Et assez rapidement, la discipline est devenue très féroce. Et les conditions de vie étaient vraiment horribles. Et pourquoi 1934 ? Parce qu'en 1934 va se passer un événement étonnant à Belle-Île-en-Mer. On est le 27 août, c'est le soir, les enfants, une cinquantaine d'enfants sont à la cantine et l'un d'eux commence à manger le bout de fromage avant la soupe. C'est interdit, les gardiens vont commencer à le taper et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et les 50 enfants vont maîtriser les gardiens et puis ils vont s'échapper. 56 enfants à Belle-Île, les gendarmes de l'île étaient capables d'en rattraper un ou deux lorsque un enfant s'évadait, mais 56 c'est trop. Et ce jour-là, les autorités décident d'offrir 20 francs à tout enfant qui sera ramené. Donc il s'opère une traque carrément. Donc il s'opère une chasse à l'enfant. Chasse à l'enfant. Les paysans de l'île, les marins, mais aussi les touristes, parce qu'il y a déjà du tourisme à l'époque, vont se lancer dans une chasse à l'enfant pour l'argent, pour l'excitation. Et cet événement aura des conséquences. La première, qui est totalement involontaire, c'est que Jacques Prévert se trouve sur l'île à ce moment-là. Et il est choqué. Les 56 enfants seront attrapés en 2 jours. Et il est choqué par ce qu'il voit, vraiment. Et il va en tirer une poésie, la chasse à l'enfant. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. C'est une poésie qui va être mise en musique par Joseph Cosma. Et puis, il va plus loin, il va écrire un scénario. Le scénario d'un film qui commencera à être tourné par Marcel Carné en 1947, L'île des enfants perdus, avec Arletty, avec Serge Reggiani, avec Anouk Aimée. Malheureusement, le projet tombera à l'eau et le film ne verra jamais le jour. Et donc ça, c'est la première conséquence de la mutinerie. La deuxième conséquence, c'est que un journaliste, Alexis Danan, qui depuis une dizaine d'années, depuis la mort de son fils
Claude en bas âge, à l'âge de 6 ans, de suite de maladie. Donc Alexis Danan, qui est journaliste à Paris Soir, se bat pour l'enfance maltraitée. Voilà, donc il a fait des reportages autour de l'enfance maltraitée, et puis quand il entend parler de cette mutinerie, il va se lancer dans une série de reportages dans les différents centres, parce qu'il y avait une dizaine de centres en France. Donc il va faire des reportages, et puis il va solliciter des témoignages d'anciens qui vont lui écrire. Il en fera un livre avec ces témoignages, un livre qui s'appelle Maison de supplice. Et du coup, pourquoi ça commence par Monsieur le journaliste? Justement parce que mon jeune héros, sortira de la prison et il va vouloir témoigner, il va vouloir expliquer que ce qu'il a vécu, eh bien, c'est vrai. Ce que les autres ont dit, les autres anciens détenus ont dit, c'est vrai. Et donc, il va avoir besoin de témoigner. Et donc, il écrira une longue lettre à Alexis Danan. Et le livre est cette lettre imaginaire, mais cette lettre écrite par ce jeune Joseph qui a 14 ans. Une lettre imaginaire, mais un vécu réel, un vécu certain, puisque témoignages, vous en parlez, de nombreux témoignages effectivement d'enfants de l'époque qui ont vécu dans ces bagnes, vous en citez 10 en France. Je dis bagne parce que c'est vraiment le terme qui est repris, colonie pénitentiaire aussi, où là, en l'occurrence, la maison d'éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer, c'est le gendarme qui récupère justement le jeune héros de ce livre, cet ouvrage. Et d'ailleurs, le journaliste interroge, mais il a fait quoi en fait? Vol de chaussures et vagabondage. Oui, à l'époque, le vagabondage était puni par la loi. Donc les enfants orphelins qui n'étaient pas dans des centres et qui étaient dans la rue pouvaient être attrapés et puis envoyés là-bas. C'était une raison suffisante. Il y avait aussi des enfants dont les parents ne savaient plus quoi faire. Voilà, ils baissaient les bras et il y avait des petits voleurs. Et puis, il y avait aussi des criminels, des vrais criminels qui avaient tué. Et eux ne se retrouvaient pas en prison, ils se retrouvaient dans cette colonie parce que le juge considérait qu'il manquait de discernement. Et on les envoyait là. Et donc, dans cet endroit, il y avait des simples orphelins complètement innocents et puis des vrais criminels. Donc, c'était une cocotte minute qui ne demandait qu'à exploser. Et les criminels qui devaient rester jusqu'à 21 ans, la majorité était à l'époque à 21 ans, les plus jeunes avaient entre 12 et 14 ans, les criminels faisaient régner leur loi parmi les détenus. C'était des caïds, des vrais caïds, et ils faisaient ce qu'ils veulent, et ils étaient protégés en plus par les gardiens, parce que d'une certaine manière, ils faisaient respecter l'ordre, donc ça aidait les gardiens dans leur travail, et du coup, c'était des conditions complètement délétères et effroyables. Alors justement, les conditions, on va en parler parce que c'est assez édifiant. Déjà, tout commence par un numéro. En l'occurrence là, son numéro, c'est le 22 667. Oui. Comme un matricule. Oui, c'est ça. Il y avait un registre et puis le suivant, c'était le numéro le plus 1, plus 2, plus 3. Et oui. Ils avaient un numéro, chacun avait un numéro. Alors, ils n'étaient pas tatoués, mais ils avaient chacun un numéro. Oui. Voilà, chacun un numéro. Et cet enfant à qui on dit, je ne me rappelle plus pardon, du prénom du héros. Joseph. Joseph, voilà. À qui on dit effectivement qu'il va y rester 2 ou 3 ans s'il est sage. Mais sinon, jusqu'à ses 21 ans, très clairement. Oui, c'est... C'est une ligne droite. Il n'y a pas de... On ne savait pas. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça un bagne? C'était surnommé un bagne, parce que les enfants y étaient pour apprendre. Alors, ils apprenaient, ils avaient 1 heure de lecture par jour, 1 heure d'algèbre par jour, mais rien du tout. Et le reste du temps, ils étaient dans des ateliers. Il y en a qui fabriquaient des boîtes de conserve à la ferblanterie. Il y en a qui pêchaient des sardines. Il y en a qui mettaient les sardines en boîte. Et puis les boîtes de sardines, bien sûr, c'était pas pour eux, c'est pas eux qui les mangeaient. Elles étaient vendues. Et donc, ils subissaient une forme de travail forcé. C'était des forçats. Et la colonie gagnait de l'argent sur leur dos. Bien sûr, eux n'étaient pas payés. Et d'une certaine manière, c'était des travaux forcés. Oui, c'est ça, les travail d'enfant, très clairement. Et pour les plus jeunes, donc vous le disiez, qui avaient 12 ans, voilà, pour les plus jeunes. Et donc à qui on disait, tu vas apprendre un métier. Donc en fait, est-ce que les parents à l'époque, puisque j'imagine que vous avez fait des recherches pour mener à bien cet ouvrage, les parents à l'époque étaient clairement au courant de ce qui s'y passait, ou ils estimaient que, bon, pourquoi pas Alors, souvent, les parents n'étaient pas là. Il n'y avait pas de parents.
s'il y avait des parents, lorsque c'était des criminels, ils s'étaient tous passés devant un juge quand même. Hein. Il y avait un juge qui les avait envoyés là. Donc les parents ne pouvaient pas faire grand-chose. Et... Ils n'avaient pas le choix, ses parents. Ils n'avaient pas le choix. C'est ça. Ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas de témoignages. Ils avaient leurs enfants, ils les revoyaient durant l'année. Non. Ils étaient en vase clos, en double vase clos, parce qu'il y avait déjà les murailles de la colonie, et puis après, il y avait l'île. Et les enfants étaient là, ils n'avaient pas de lien avec l'extérieur, ils étaient vraiment enfermés. Et les parents, il n'y avait pas de parents en fait, ils étaient prisonniers, quoi. Ils étaient prisonniers, il n'y avait pas de courrier, ils ne recevaient pas de courrier. Et pour écrire le livre, je me suis nourri du livre écrit du livre contenant les témoignages recueillis par Alexis Danan, donc Maison de Supplice, et ce que racontent les anciens détenus sur les différentes punitions, par exemple. Par exemple, il y avait à Belle-Île-en-Mer, on appelait ça la salle de bal. Les enfants qui étaient punis devaient faire 50 km par jour en rond dans une pièce, et sans s'arrêter, en allant très vite. Donc par des conditions parfois très chaudes, parfois très froides, et ils sortaient épuisés, et ça n'avait aucune utilité. C'était juste les punir pour les punir, quoi. Oui, carrément des maltraitances, très clairement, qui sont faites aux enfants, au-delà effectivement de ces tours, 50 km, des coups, du pain sec. Des coups, des pains secs, le cachot noir, donc un cachot sans lumière, où l'enfant perdait la notion du temps, et apparemment c'était quelque chose de vraiment très 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 dur. Autant le cachot, quand on sait quand il fait jour, quand il fait nuit, on arrive à se repérer. Là, dans le cachot noir, ils ne savaient plus du tout où ils en étaient, et ceux qui l'ont vécu racontent ça comme quelque chose d'effroyable. Alors, ceux qui l'ont vécu, on pourrait penser que ça date d'il y a très 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 longtemps. Ce bagne dont on parle, c'est précisément celui de Belle-Île-en-Mer, il a fermé ses portes en 1977. Oui, alors après les conditions ont changé. Après 1934, par exemple, les conditions se sont quand même adoucies, mais c'est vrai que les derniers détenus en sont sortis en 1977, et la colonie, l'association de la colonie à Belle-Île-en-Mer, essaye de recueillir un maximum de témoignages, puisque les derniers détenus sont encore là, ils peuvent témoigner, et donc la colonie essaye de recueillir leurs témoignages pour pas qu'on oublie, et pour qu'ils racontent ce qu'ils ont vécu et ce qu'était à leur époque la colonie de Belle-Île-en-Mer. Ça veut dire aussi les enfants qui sont complètement privés de la fratrie, privés de leur famille, on l'a dit, privés d'éducation aussi. Alors officiellement, ils étaient là pour apprendre un métier, et puis il y avait des cours d'algèbre. Oui, vous l'avez dit, 1 heure par jour. Oui, mais c'était 1 heure par jour, et c'était en fin de matinée ou en fin de soirée. Ils étaient épuisés, ils avaient travaillé, ils s'étaient levés à 6 heures du matin, ils avaient travaillé depuis 7 heures du matin jusqu'à 11 heures, et ils étaient complètement épuisés. Et voilà, c'était, ça ne leur servait à rien. C'était histoire de dire qu'on leur apprend quelque chose. En fait, c'était la caution éducative de la colonie pénitentiaire. Alors, grâce à les vedettes de Belle-Île, effectivement, on connaît cette histoire, effectivement, des colonies pénitentiaires qui existaient en France à l'époque, notamment à Belle-Île. Cette histoire qui est aussi un peu romancée malgré tout, avec cette idée de lettres imaginaires, mais qui sont pourtant réelles, inspirées de faits réels. Mais c'est aussi une façon de revenir sur l'histoire de la justice en France et du lien entre la justice et les enfants. Et pour cela, tout comme d'ailleurs vos précédents ouvrages, à la fin de cette bande dessinée, album, ouvrage, on peut retrouver autour de cette histoire, c'est-à-dire tous les faits, effectivement, qui sont racontés et éclairants sur les liens, effectivement, notamment avant la Révolution, où mineurs ou majeurs, c'était exactement la même chose pour tout le monde. Oui, c'était les mêmes prisons, les mêmes jugements, et à la Révolution, une évolution positive, on va commencer à juger différemment les enfants de moins de 16 ans, et puis les adultes. Il y aura la prison de la Roquette qui va être créée spécialement pour accueillir les enfants, et puis il y aura la notion de discernement. Donc un enfant qui n'a pas conscience de ce qu'il a fait aura une punition moins grande qu'un enfant qui a conscience du mal qu'il a fait. Et alors c'est positif, puis en même temps
C'est ce qui a conduit des enfants criminels non discernants à se retrouver à Belle-Île-en-Mer plutôt qu'en prison, où peut-être qu'ils auraient eu plus leur place dans une vraie prison. Et puis il y a des enfants à Belle-Île-en-Mer qui, ayant été punis pour non-discernement et pouvant se retrouver là très longtemps, un vol de chaussures, pour un enfant, normalement c'était quelques semaines ou on va dire quelques mois de prison. Là, il pouvait rester des années. Et donc, ceux qui s'échappaient essayaient de voler quelque chose à l'extérieur du centre, chez un paysan ou chez un marin, pour pouvoir être rejugés parce qu'ils espéraient quitter ce lieu pour pouvoir se retrouver dans une vraie prison où ils seraient restés quelques semaines, quelques mois et puis sortir. Quelle hérésie. Vous avez compris qu'il faut absolument acheter et lire cet ouvrage, L'évadé de Belle-Île, Philippe Nessman et Piero Maccola, histoire d'un bagne pour enfants. L'éditeur, c'est les éditions des éléphants. Juste un dernier petit mot sur ce lieu. Donc, il reste 2 longères, je crois, à Belle-Île, oui. Vous me disiez en début d'échange, juste avant l'antenne. Et qu'est-ce qu'on espère en faire ? Oui, donc toujours l'association La Colonie souhaiterait en faire un lieu de mémoire, un lieu de réflexion sur la justice pour les enfants. Et donc voilà, ils essayent de rassembler les fonds pour pouvoir restaurer ces 2 bâtiments qui restent. Il y a aussi un bout du mur d'enceinte qui est encore là. Et donc voilà, il y a ce projet de lieu de mémoire pour ne pas oublier. Parce que c'est vrai que sur place, c'est juste à côté du port de Le Palais, il y a la citadelle Vauban et c'est juste derrière. Et donc les touristes qui viennent à Belle-Île voient ces lieux, ils ne savent pas ce que c'est et un lieu de mémoire serait vraiment le bienvenu. Merci beaucoup Philippe Nessman d'être venu nous parler de l'évadé de Belle-Île sur notre plateau. Merci à vous. Merci. On va tout de suite retrouver Adrien Fontenot pour sa chronique. Dans votre chronique aujourd'hui, Adrien, vous vous êtes intéressé à ce film qui sort mercredi prochain. Son nom, Partir un jour. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on n'a pas les droits pour la diffuser malheureusement et Partir un jour au départ. Non, pour je moi. ne le chanterai pas. Mais c'était surtout un tube culte évidemment des 2B3. Hein, on est en 97. Alors moi j'ai 2 ans à l'époque, mais je la chante à tue-tête comme bon nombre d'adolescentes fans de ce boys band français. Je vous ai dit qu'on n'avait pas les droits, mais on va quand même écouter un peu Juliette Armanet. Salut maman. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah alors Béguin, tu t'es perdu? Notre amour sans se retourner par réalité. Voilà, ça c'est pour moi et des petits souvenirs nostalgiques. Mais on va vraiment s'intéresser à cette histoire, à ces 2 personnages, Cécile et Raphaël, incarnés respectivement par Juliette Armanet et Bastien Bouillon. Je vous ai montré un petit extrait chanté. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, cette chebesse. Une chebesse! Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite! Mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Bon, vous l'avez compris, l'histoire se concentre sur le retour forcé de Cécile dans son village d'enfance. On est très loin de l'agitation parisienne, mais très proche de tout ce qu'elle a connu par le passé, les tensions avec son père, les retrouvailles avec son petit ami d'enfance et un climat qu'elle connaît par cœur finalement. Et tous ces souvenirs, eh bien, Amélie Bonin, la réalisatrice, les avait déjà interrogés par le passé. Oui, Partir à jour a donc été un tube. Je ne vais pas vous la refaire, c'est désormais un long métrage, mais retour 2 ans en arrière, en 2023. C'était aussi un court métrage déjà signé de la réalisatrice, déjà avec le même duo d'acteurs à l'écran. Mais à l'époque, les rôles étaient inversés. C'est Bastien Bouillon qui incarnait l'écrivain parisien de retour dans son village natal et les retrouvailles avec son amour d'enfance, toujours incarné par Juliette Armanet. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait l'acteur, notamment sur le caractère particulier du court-métrage.
Je pense que pour un comédien, comme il n'y a pas de portée commerciale à un court-métrage, évidemment, il peut y avoir un achat, un pré-achat ou un achat une fois que le film est fini, mais sinon, les réalisateurs ou réalisatrices sont beaucoup plus libres de choisir les comédiens qu'ils veulent. Et donc, moi, les courts-métrages m'ont offert les partitions les plus riches très tôt dans ma carrière. Des partitions qu'on ne m'offrait pas au cinéma parce que c'était prendre un risque, certainement, de me donner une partition. Enfin, les lois commerciales du cinéma, voilà. Et cette partition plus libre donc a été validée par la critique puisqu'Amélie Bonin a remporté le César du meilleur film de court-métrage de fiction, c'était en 2023. Alors du coup, entre le court et le long-métrage, quelle différence à part le scénario inversé évidemment et quelques similitudes j'imagine? Oui, la principale ressemblance déjà, ça chante. Dans les deux cas, le court-métrage était un musical, le long-métrage en est un aussi, une évidence pour la réalisatrice. Je suis plutôt parti du constat que la musique est partout dans nos vies, tout le temps. Elle constitue un socle commun, voire un lien entre les gens d'une génération. C'est aussi pour cela que j'ai voulu faire un film avec des chansons du répertoire parce qu'elles font appel à un patrimoine commun. Et puis les chansons populaires véhiculent des souvenirs. Quand on les écoute, on est ramené à quelque chose de soi, un moment, un lieu, une personne. Il suffit d'un titre pour avoir accès à une palette d'émotions. Cette fameuse palette d'émotions, c'est ce qu'on recherche quand on regarde un film, quand on écoute une musique et justement quand c'est couplé dans une comédie musicale, l'effet est décuplé. Je vais encore parler de moi, mais je suis particulièrement fan des comédies musicales. La La Land en tête par Damien Chazelle pour ne pas le nommer. Des comédies musicales qui proposent un travail complètement différent aux acteurs car il y a le jeu mais il y a aussi le chant. Deux arts qui se complètent ici mais qui ne se fait pas naturellement, surtout quand on est déjà une chanteuse comme Juliette Armanet l'est au départ. Amélie Bonin m'a fait travailler pour me défaire au maximum de mon identité de chanteuse, dit-elle. Ainsi, toutes les scènes chantées dans le film sont des prises live. C'est avant tout une émotion d'actrice qu'elle est allée chercher. Les fragilités, les mouvements du corps, les failles de la vie font partie de la chanson intégralement. Regardez cet autre extrait avec une musique bien connue, encore une fois. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers-mondes. qui dit amour, Dit les gosses, dit toujours et des divorces. alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Bah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec. Voilà, du chant, de la danse, autant d'émotions, de caractéristiques qu'il a fallu aussi travailler pour Bastien Bouillon, pour l'ensemble du casting également. Il y a d'en partir un jour une alchimie naturelle entre ces deux acteurs et particulièrement tous les protagonistes qui se connaissaient déjà au moment du court-métrage. Mais malgré ce prérequis, il y a aussi une prise de risque avec un univers et des codes qu'il est parfois difficile de bousculer. Et on en vient à la principale différence dans ce long-métrage, on l'a dit, c'est cette fois une histoire centrée sur le personnage féminin qui revient de la ville à la campagne. Une femme accomplie, une femme de 40 ans qui doit à la fois gérer sa vie personnelle, tant sentimentale que de mère, sa vie professionnelle aussi, en grande chef de restaurant qu'elle incarne, une vie face au temps qui passe, 40 ans, un âge émouvant, ce sont les mots d'Amélie Bonin, un âge qu'elle dit avoir apprécié, filmé, et qui me rappelle une de ses sorties, c'était justement lors de sa victoire au César 2023. Ce prix, ça veut aussi dire qu'on peut être une femme, avoir presque 40 ans, avoir 2 enfants, avoir des cheveux blancs, et sentir qu'on est au commencement des choses, et ça c'est hyper précieux. Moi cette partie de discours m'avait vraiment touché déjà parce que j'avais adoré ce court-métrage, ensuite parce qu'Amélie Bonin voulait véhiculer un message particulier. Oui, les femmes réalisatrices, mamans, toutes les femmes qu'elles représentent à elles seules sont fortes. Oui, elles ont toute leur place dans l'industrie du cinéma à n'importe quel moment de leur vie, que ce soit au cours du parcours passé ou futur. Et quand on voit les émotions qu'elle a su nous faire passer en 25 minutes de temps avec son brillant court-métrage, je me dis moi aussi que c'est hyper précieux d'avoir la chance d'en avoir 4 fois plus avec le long, et c'est à partir de mercredi prochain. Waouh, bravo, merci pour cette très belle chronique et ce bel hommage, je dirais même. Merci Adrien. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. En quoi la série STMG se distingue-t-elle des autres bacs technologiques ? Comme vous l'avez si bien dit en introduction, la filière STMG souffre de préjugés lourds qui lui collent à la peau depuis quelques années. Et alors les élèves avaient l'habitude de dire d'abord ils en ont fait un film, les SECPA.
C'était même devenu une insulte de dire à quelqu'un tu es un SECPA. Et maintenant, la STMG, c'est un peu pour les anciens, la STT qui se poursuit. Autrement dit, c'est la filière par défaut, la filière poubelle. Donc, c'est un peu les termes. Et donc, les élèves souffrent, et les familles aussi, de ce préjugé. Malgré tout, on observe un taux des effectifs d'élèves dans cette filière qui explose complètement d'année en année. Et d'ailleurs, c'est cette explosion des effectifs qui nous a fait réfléchir avec l'équipe disciplinaire et pédagogique sur pourquoi autant d'élèves dans la filière au niveau national alors qu'elles souffrent autant de préjugés. Et donc toute cette réflexion nous a mené à mener un travail de fond avec les équipes. Vous êtes doublement neuroatypique, à la fois autiste, Asperger de haut niveau et synesthète. Alors autiste, Asperger, on en a déjà souvent parlé sur ce plateau, peut-être qu'on y reviendra. Mais alors synesthète, jamais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? La synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui touche peut-être 4 ou 5% de la population. Phénomène où, quand on a une perception de quelque chose, c'est doublé d'une autre perception. Donc, c'est-à-dire, chez moi, je vois les mots et les chiffres également en couleur, avec des textures, avec des formes, des personnalités même parfois. Voilà, alors je disais que le 37, vous paraissez grumeleux comme du porridge, toujours. Toujours. D'accord, et les prénoms, ça marche avec les prénoms? Ça marche, ça dépend du prénom, parce que il s'agit de la couleur de la première lettre. D'accord. Donc Emmanuel? C'est vert. C'est vert, ok, super. Guillaume? Guillaume, c'est vert aussi, mais pas le même type de vert. TikTok a d'abord prouvé son pouvoir de prescription, Lisa, avec des livres via le hashtag BookTok. Ce phénomène se confirme désormais maintenant pour le cinéma. On va parler ensemble avec plus de 3 milliards de vues en 2024 pour le hashtag On regarde quoi. L'application est devenue une place de marché virtuelle maintenant où l'on découvre des films, où on parle sans filtre aussi et où on est même incité à aller voir ces fameux films. On va en parler avec vous. D'après une étude américaine, Lisa, 36% des sondés ont acheté leur billet de cinéma après avoir découvert un film sur TikTok. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? Est-ce que déjà, vous êtes déjà allé au cinéma après avoir découvert ou entendu parler d'un film sur TikTok? Alors pour ma part, non, mais parce que je suis une cinéphile, voilà, donc je n'ai pas forcément besoin d'aller sur TikTok pour avoir envie de regarder un. En revanche, il m'est arrivé de faire le contraire, d'aller voir un film, de moi digérer les informations, me faire mon opinion, puis après d'aller voir ce que les autres en pensent. D'accord. Donc c'est le processus inverse, mais ça fonctionne. Ça marche bien aussi, ouais. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, donc c'est une étude qui est sortie, effectivement, vous le disiez, 36% des utilisateurs achètent un billet en général après avoir vu un film sur TikTok. Mais ce que révèle aussi cette étude et qui est extrêmement intéressant, c'est que sur les utilisateurs de TikTok, 44% sont plus susceptibles d'aller au cinéma au moins une fois par mois que les non-utilisateurs de TikTok. Donc effectivement, même si moi, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là, visiblement, ça fonctionne pour beaucoup de jeunes sur la plateforme de consommer un petit peu plus de cinéma grâce à TikTok. Quelles ont été les réactions des élèves quand vous avez initié le projet avec eux ? Alors, ils étaient très enthousiastes, vraiment, ça leur a plu. On a même eu des retours de parents qui étaient très heureux de voir leur enfant s'épanouir dans ce projet. Parce qu'on parle d'eux au quotidien, en tout cas, ils entendent des choses négatives les concernant. Donc là, ça leur permet à eux de prendre le sujet à bras-le-corps et de pouvoir mettre en place des actions directement. Et à quel point ils ont été impliqués dans la conception des vidéos, les textes ? Alors, ils ont été impliqués de bout en bout. C'est-à-dire que le sondage, c'est eux qui l'ont créé. Les flyers, c'est absolument eux qui l'ont fait. Donc, moi, j'étais juste là pour superviser. Et la vidéo, il y a une de mes élèves, notamment Luna, qui gère très bien le montage. Donc, je lui dis, c'est toi qui prendras en charge tout ça. Donc, elle a filmé. Ils ont même préparé un scénario. Ils ont scénarisé les choses, puis filmé et monter par eux-mêmes tout ça. Voilà, donc c'est un projet qui permet de développer en même temps d'autres compétences. Et c'est un projet qui continue ou c'était vraiment... Non, c'était un projet qui continue et ça a été très bien accueilli. Et la suite, c'est qu'on prévoit notamment un sketch, étant donné qu'on a commencé avec l'autodérision, et on a prévu de faire un sketch type stand-up. Au sein de l'établissement ? Au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de spectacle de fin d'année à destination des élèves ? Tout à fait. Qui se moquent d'eux-mêmes et ils adorent faire ça. Enfin, ils arrivent à prendre de la hauteur finalement, même si je pense que ça permet aussi de reprendre confiance en eux. Et on a aussi prévu, étant donné qu'on a constaté
que les réseaux sociaux faisaient beaucoup de mal à en tout cas, diffusaient beaucoup d'informations négatives sur cette filière, de reprendre des petits sketchs type vidéo TikTok, comme je suis en STMG alors, ou bien encore je ne sais plus exactement, mais bref, voilà, ça me revient. Bref, je suis en STMG. Voilà, donc c'est en cours et on a vraiment plein d'autres idées qui arrivent. Leurs enfances, qui sont quand même souvent un petit peu compliquées, et notamment parce que c'est le moment où on rencontre à la fois les normes, et ils ont un rapport complexe aux normes, et les autres. Et le rapport aux autres n'est pas super simple non plus. Non. C'était mon cas aussi, donc né dans la banlieue londonienne, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi dans les années 80, c'était pas facile, on ne connaissait pas l'autisme à l'époque, très peu. J'étais très sensible, ce qu'on dirait aujourd'hui hypersensible, par rapport aux lumières, par rapport au bruit. J'avais des crises d'épilepsie, ce qui est malheureusement assez courant chez les personnes neuroatypiques, heureusement soignées depuis très longtemps. Mais j'ai adoré les livres, j'ai adoré lire. La lecture m'a aidé à apprendre l'empathie, parce que dans les livres, surtout dans les romans, il y a des dialogues, on apprend à lire littéralement dans les pensées des autres. On apprend les émotions, on apprend le rapport à l'autre. Donc ça m'a beaucoup aidé et sans doute c'était le début de ma vocation d'écrivain. Avec des parents tout à fait formidables. Et ça aussi, on le voit quasiment dans tous les parcours de vie que vous racontez, le rôle des parents. Alors, c'est une banalité que de le dire, parce qu'il est essentiel en toutes circonstances. Oui. Mais j'allais presque dire, il est encore plus quand on a un enfant neuroatypique. C'est ça. Il y a l'histoire, par exemple, de Billy qui est non-verbal. Et lui, mais c'est un enfant doté de beaucoup d'intelligence, de beaucoup d'humour, de beaucoup de sensibilité, mais ça ne passe pas par la parole. Donc il était obligé d'apprendre autrement. Et la maman, le papa aussi, d'apprendre avec lui comment faire, quelle technologie utiliser pour l'aider à s'exprimer, la peinture aussi, la musique, d'autres moyens qui n'ont pas l'obligation de passer par le langage, parce que pour lui, le langage, c'est quelque chose qu'il n'utilise pas. Les Émirats Arabes Unis vont enseigner, ça y est, c'est officiel, l'intelligence artificielle aux enfants, et ce, dès la maternelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'apprendre l'intelligence artificielle quand on est en petite, moyenne ou grande section? Alors déjà, ça suppose d'adapter évidemment cette éducation, puisque l'intelligence artificielle, c'est quand même un sujet assez complexe. Déjà à nos âges, donc dès 4 ans, on imagine que ça peut rapidement devenir très compliqué. Déjà, il faut savoir que ça sera une matière obligatoire, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui en France. Vous le disiez, on dissémine un petit peu d'intelligence artificielle à droite à gauche. Là, ça sera vraiment une matière obligatoire. Donc, dès 4 ans, ça sera donc adapté. Donc, ça sera transmis de manière plus ludique aux enfants à travers des histoires, des jeux, des supports visuels pour pouvoir aborder les concepts de base donc, de l'intelligence artificielle, même si c'est quand même quelque chose de très complet qui les attend, ces enfants, puisqu'on aura 7 domaines clés qui seront étudiés à travers cette matière, notamment donc, les concepts fondamentaux, les données et les algorithmes, l'utilisation des logiciels, la sensibilisation bien évidemment à l'éthique, parce que c'est quand même une donnée extrêmement importante. On aura aussi des applications un peu plus concrètes, des conceptions de projets et puis une question autour de la politique et de l'engagement communautaire. Alors, tout ça est très intéressant. Malgré tout, on peut se poser la question de l'objectif, peut-être caché ou plus ou moins assumé, je ne sais pas, derrière cette annonce des Émirats Arabes Unis. Alors, c'est un objectif complètement assumé, c'est de préparer les jeunes générations à comprendre de manière approfondie ce qu'est l'intelligence artificielle, de manière intuitive aussi, puisqu'en intégrant l'intelligence artificielle aussitôt dans l'éducation, bien évidemment, ça fait partie après des compétences tout au long d'une vie. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. En régie et à la réalisation, aujourd'hui, c'était Théo Boscar. Le son, Mickaël Fristo. Le maquillage, Laure Redemont. Laura Girard et Mafer à la rédaction. Et Adrien Fontenot, journaliste aujourd'hui sur le grand JT. Merci encore, Adrien. Merci, Virginie. On vous retrouve la semaine prochaine. Exactement. Je serai là jeudi. Formidable, c'est noté. D'ici là, on vous souhaite tous les deux un bon week-end. Et moi, je vous retrouve lundi. Ciao.